fois, on s'était arrêté pendant l'étude du réseau. Donc, je vous rappelle le dispositif qu'on était en train d'étudier. On avait un réseau ici qu'on éclairait avec une lampe plane. On avait de la lumière qui pouvait être émise par les différentes sources, ici les trous dans le réseau, par les fentes du réseau dans différentes directions. On mettait une lentille, un écran à la distance focale de la lentille. Et on avait trouvé que l'intensité sur l'écran ici, en fonction de la position X sur l'écran, s'écrivait sous la forme suivante. On a des sinus de pi A, N. Je vais reprendre une annotation de ce qu'on avait. X sur lambda F, divisé par sinus de la même chose sans le grand N. Elle est rigolote cette fonction quand même. Bon, ok. Donc l'intensité à l'écran était donnée par cette loi-là et on avait dessiné I de X. Il y avait un maximum secondaire, un maximum principal, des maxima secondaires qui décroissaient assez rapidement, puis de nouveau un autre maximum principal. Et on en avait comme ça toute une quantité. La fonction qui est ici est périodique. Donc c'est ce bloc-là qui se répète autant de fois qu'on veut sur cet axe-là. Et on avait vu la dernière fois que la distance ici entre les pics s'écrit x1 égale lambda f sur a, d'une part, et que d'autre part, la position ici du premier minimum qui donne en fait la largeur, la demi-largeur des franges principales, là, ça c'était donné par x est égal à lambda f sur na. Voilà, donc c'est juste n fois plus petit que la distance qui est ici. Donc les franges qu'on observe sont grand n fois plus fines que ce qu'elles sont espacées. On va étudier maintenant, là on n'avait pas tout à fait fini l'étude de ça, je vais vous parler maintenant de l'utilisation du réseau comme spectromètre, des choses que certains d'entre vous ont déjà fait en TP. Voilà, c'est parti. Donc, étant donné cette courbe, la courbe qui est ici, I en fonction de X, pour tracer cette courbe-là, quand je vous ai demandé de le faire sur votre machine, vous avez mis des nombres ici, je vous avais donné des nombres un peu, je vous ai mis un facteur 10 sur croix globale. Ça suppose que le lambda qui est ici est fixé. Donc la figure qui est ici, c'est pour une onde qui est monochromatique. En général, quand vous avez une source lumineuse, elle n'est pas monochromatique. D'une part, elle est quasi monochromatique, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Quasi monochromatique, ça veut dire qu'elle a quand même une fréquence assez bien définie, mais on a des trains d'ondes successifs qui ont des phases différentes, mais ce n'est pas le problème ici. En général, vous avez même des ondes qui ne sont pas quasi monochromatiques. Quand vous avez une lampe, par exemple une lampe, celle qui éclaire la salle en ce moment-là, le spectre est très étalé, vous avez tout un tas de longueurs d'onde qui forment un continuum. Et même quand vous essayez de prendre des lampes spectrales qui contiennent des atomes d'un type donné, par exemple une lampe au sodium ou une lampe au mercure, vous avez dedans certaines transitions électroniques qui envoient certains types de lumière à certaines longueurs d'onde données, mais vous en avez plusieurs de ces transitions permises. Donc vous avez plusieurs longueurs d'onde en général dans une source. Et les réseaux peuvent être utilisés pour étudier précisément la composition en longueur d'onde d'un rayonnement. Pour ça, vous avez le dispositif que je vais tracer en tout petit parce que c'est juste un schéma en fait. Donc, vous avez ici le réseau, la lentille et puis l'écran. Et vous étudiez la répartition lumière sur l'écran qui est ici. Si à la place de la lumière qui est ici, si vous éclairez ici avec une lumière qui est polychromatique, qui a plusieurs longueurs d'onde, chaque longueur d'onde peut être étudiée de manière indépendante et chacune va avoir l'intensité qui est donnée par la formule qui est ici, avec le lambda qui va venir ici et le I0 qui est l'intensité émise par la source à cette longueur d'onde-là. Donc si vous avez une source qui a un spectre en fonction de lambda, je vais marquer ici I0 de lambda, ça va être l'intensité émise par la source. En général, si vous avez une source thermique, vous avez quelque chose qui fait une courbe comme ça, avec le visible qui se trouve dans une bande qui est là. Voilà. Et vous avez en général la source qui émet une longueur d'onde, qui émet à plusieurs longueurs d'onde avec une intensité qui dépend de lambda. Donc si vous voulez savoir ce qui va être reçu ici à l'écran, il faudra mettre le I0 de lambda
de la source ici, et puis ce terme-là qui donne les effets des interférences aux différents lambda. On va s'intéresser à une situation plus simple que celle-là, qui est aussi une situation que vous rencontrez en particulier en TP, c'est que vous pouvez avoir des sources qui émettent plusieurs longueurs d'onde différentes, c'est des sources spectrales. Voilà, vous avez ici lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Vous avez tout un tas de raies comme ça. Quand on envoie ce type de rayonnement ici dans le dispositif, qu'est-ce qu'on observe? On observe pour chaque longueur d'onde une distribution de lumière de ce type-là. Je vais reprendre le dessin qui est ici en ajoutant les figures d'interférence dues à une autre longueur d'onde que celle que j'ai choisie pour le dessin ici. Donc ça, imaginez que ça soit le dessin qui correspond par exemple à la première longueur d'onde qui est ici. Si maintenant je veux tracer la figure d'interférence qui correspond au rayonnement à une autre longueur d'onde, je vais tracer un schéma qui est très semblable à celui-là, sauf que comme lambda va changer, ça va changer l'échelle de la courbe qui est ici. Si je multiplie lambda par 2, bah, ça va multiplier x par 2. En fait, le schéma qui est ici dépend linéairement de la longueur d'onde. Donc si j'augmente la longueur d'onde d'un facteur donné, si je multiplie la longueur d'onde par un facteur donné, tout ce que ça fait, c'est de dilater la figure dans ce sens-là du même facteur. Donc je vais tracer dans une autre couleur, peut-être pas en jaune parce que ça vient d'être pris. Je vais tracer dans une autre couleur une figure un petit peu dilatée, je vais la superposer. Voilà. Donc en vert ici, ça serait une figure qui correspond à une longueur d'onde un peu supérieure à celle de la figure blanche. Qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? On va voir ici de la lumière correspondant à la longueur d'onde de la courbe blanche, celle-ci, qui se superpose avec de la lumière correspondant à la longueur d'onde verte, lambda 3, ça va être celui-là. Là. Donc ici, ça va se mélanger, donc vous aurez plusieurs longueurs d'onde qui vont se mêler. En fait, vous aurez toutes les longueurs d'onde qui sont dans la source. Donc ce que vous allez voir ici, c'est une raie au centre de l'écran, qui a la même composition spectrale que la source elle-même. Donc vous allez voir quelque chose qui a la même couleur que la source. Vous regardez votre source, ça a l'air jaune. Hop, vous regardez la raie centrale qui est ici, ça va avoir l'air jaune aussi. Là où ça devient plus intéressant, c'est si on regarde le premier ordre d'interférence, ici l'ordre 1. Vous voyez que dans la situation que j'ai dessinée au tableau ici, la longueur d'onde correspondant à lambda 4 donne ce pic-là. Donc vous voyez ici une raie à la couleur de cette longueur d'onde-là. Et puis juste à côté, vous voyez ici une autre raie qui a une autre longueur d'onde, donc une autre couleur. Et vous aurez comme ça autant de raies qu'il y a de longueur d'onde dans le spectre qui est ici. Donc ce que fait ce dispositif, c'est qu'il permet de séparer spatialement les différentes longueurs d'onde qui sont contenues dans la source. Alors là, j'ai tracé un cas particulier qui m'arrangeait pour vous dire ce que je voulais vous dire. J'ai pris le cas où effectivement la longueur d'onde verte était suffisamment différente de la blanche pour que les deux tâches ici ne se chevauchent pas. On peut imaginer que si lambda 3 et lambda 4 sont très proches les uns des autres, on peut être dans la situation où la courbe verte elle n'est pas autant dilatée que ça, elle l'est juste un petit peu, et en fait on se retrouverait avec une figure qui ressemblerait plutôt à celle-là. Je vais juste tracer le pic, le premier ordre d'interférence ici. On pourrait très bien se trouver dans une situation où la verte est comme ça, un petit peu dilatée à côté, mais pas beaucoup. Et dans ce cas, ce que vous allez voir ici, c'est deux taches de lumière qui se superposent, vous n'allez en voir qu'une. Dans ce cas-là, on dit que vous avez réussi à séparer les deux raies. Dans ce cas-là, vous n'avez pas réussi. Et si vous utilisez le réseau pour faire le spectre d'une source, donc pour savoir quelles sont les longueurs d'onde qui la composent, vous avez intérêt d'être le plus possible dans cette situation-là. Donc on va maintenant s'intéresser aux conditions dans lesquelles on arrive en fait à séparer deux longueurs d'onde. Pour ça, il y a un critère vraiment très simple qui permet de décider de ça. Le critère, c'est simplement il faut que la largeur des tâches soit plus petite que leur séparation. Donc je vais ici calculer la séparation à l'écran, la séparation spatiale, la distance qui sépare les deux raies, et je vais comparer ça à la largeur de la raie. La largeur, on l'a déjà calculée, elle est encore écrite au tableau. La largeur des raies, c'est la grandeur qui est ici, là, c'est lambda f. Je vais appeler xl comme largeur. C'est lambda f sur n, pardon, sur grand N. Maintenant, l'écart entre les raies. Encore une fois, celle auquel je vais m'intéresser, c'est celle-ci.
l'écart entre les deux raies, c'est-à-dire quel est l'écart, la différence entre le x1 ici, et puis le x2 correspondant à l'autre raie. Je réécris la formule ici en remplaçant lambda par... alors je vais les appeler lambda 1 et lambda 2 plutôt que lambda 4 et lambda 3. Là, tout à l'heure, c'était un peu foutu sur mon dessin. Mais... Donc, pour la longueur d'onde 1, la position de la première raie est donnée par cette longueur-là. Pour la raie 2, elle est donnée par ça. Et donc, l'écart entre les deux, c'est donné par delta x est égal à... Je fais la différence ici. Et ça me donne f sur a se met en facteur. Et c'est la différence de longueur d'onde, delta lambda, fois f sur a. Et la condition pour laquelle on a effectivement séparation des deux raies, il faut que delta x soit comment plus grand ou plus petit que f de xl. Plus grand. Comment il faut que l'écart soit plus grand que leur largeur. Donc on a séparation si on est dans cette condition-là. Je vais remplacer bêtement les expressions qui sont ici par celles qui sont au-dessus. Donc la première ici c'est f fois delta lambda sur a. Il faut que ça soit plus grand que lambda f sur grand NA. Le f et le a se simplifient de côté et il reste lambda sur delta lambda et il faut que le n soit plus grand que ça. Alors je vais juste rajouter un petit truc. Ce que j'ai fait ici, ce que j'ai fait là, c'est tout à fait correct. Si on s'était intéressé maintenant, non pas à l'ordre 1 ici, mais à l'ordre 2, on aurait eu ici, pour la distance, pour la position de cette raie-là, on n'aurait pas eu x1 égale lambda f sur a, mais x1 égale 2 lambda f sur a. Donc ici, on aurait eu un facteur 2 sur cette distance-là, ou à l'ordre 2, et on aurait eu un facteur 2 sur cette distance-là pour la raie verte aussi. Donc on aurait eu un facteur 2 ici partout. Si on s'intéresse au m-ième, enfin je vais appeler P, le p-ième ordre d'interférence, on aurait ici un facteur P, donc je vais le rajouter. Dans le cas général, l'écart entre les deux raies à l'ordre P, on a un facteur P ici qui se rajoute. Donc ça veut dire qu'il est ici, et ça veut dire qu'il est aussi ici. Donc ça veut dire que, ça vous donne vraiment une condition très facile à calculer sur votre réseau pour être capable de voir par exemple le doublet du sodium. Le sodium, dans sa raie jaune, la raie jaune en fait est constituée de deux sous-raies qui sont légèrement, de longueur d'onde légèrement différentes. Et pour le sodium, combien le delta lambda, vous savez? 0,6 nanomètres. Et le lambda, ça je ne sais pas par contre. 500 quelque chose 589,3. Merci. On va prendre 589. Et donc, ça veut dire que si on veut être capable de voir les deux raies du sodium avec un réseau, il faut donc qu'on soit dans la condition où P fois N soit supérieur au rapport de ces deux trucs-là. Ça fait à peu près 1000, ça. 589 divisé par 0,6. Allez, calcul. P, c'est l'ordre d'interférence. C'est 1 si on regarde le premier bloc ici, 2 si on regarde celui-là, etc. J'ai gagné. Merde, non, j'ai perdu, pardon. Je m'achète les doigts. « 981. » Donc ça c'est un résultat très pratique. Hein. Ça veut dire que si vous voulez voir les deux sous-raies du sodium, il faut que vous soyez dans cette condition-là. Donc si vous voulez regarder au premier ordre d'interférence ici, regardez la figure à cet endroit-là, il faut que vous ayez n qui soit plus grand que 981. Donc n de l'ordre de 1000. Donc si vous avez un réseau dans lequel vous avez 100 traits, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez essayer, ça sera trop... la largeur ici de chacune des raies sera trop large. Les deux raies se superposeront et vous ne verrez pas qu'il y en a deux. Vous pouvez tricher un petit peu, vous pouvez gagner un petit peu en allant à des ordres élevés. Si vous regardez non pas au premier ordre, mais au 10e ordre d'interférence, et ben vous vous retrouvez ici avec un facteur 10, donc vous pouvez permettre d'avoir un réseau qui a 10 fois moins de traits.
En pratique, ça devient un peu difficile à l'observer dans des ordres très élevés si on utilise le réseau de la manière simple qui est ici. Après, il y a toujours moyen de gagner là-dessus, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là maintenant. Un point super important. On a dans l'idée qu'un réseau, il est d'autant meilleur que son nombre de traits par millimètre est grand. C'est-à-dire que si vous le regardez, que vous arrivez à voir qu'il y a quelques traits, il est mauvais, alors que s'ils sont tous serrés, il est bon. Et effectivement, si le pas du réseau est petit, donc si les traits sont très serrés, ça disperse énormément. Hein, ça, on le voit ici, hein, il est là. Le A, c'est le pas du réseau. Si A est petit, X1 est grand, effectivement, ça envoie ça là-bas très loin. Ça ne veut pas dire que le réseau, il va être de bonne qualité pour séparer des longueurs d'onde. Parce que si vous regardez bien, l'écart entre les deux raies ici est inversement proportionnel à A, et la position des raies aussi. Donc en fait, si vous prenez un réseau et que vous changez simplement le nombre de traits dans le réseau, vous en prenez un avec un nombre de traits de plus en plus grand par unité de longueur, ce que ça va faire, c'est que ça va dilater cette courbe-là par là-bas, ça va bien emmener cette partie-là de ce bloc de raies ici loin de l'axe, ça va les écarter, mais ça va aussi les élargir. La largeur qui est ici est aussi inversement proportionnelle à A. Donc en changeant simplement, si vous voulez améliorer la qualité d'un montage optique, d'un spectromètre, en diminuant le pas du réseau, ça ne va rien diminuer du tout, ça ne va rien améliorer du tout. Encore une fois, parce que la largeur de chacune des tâches va être elle aussi élargie quand vous allez diminuer A. Ce qui est important, c'est d'augmenter N, le nombre de pas éclairés. Donc évidemment, si vous avez un réseau qui a plein de traits par millimètre, ça va être plus facile d'en éclairer plein. Mais vous pouvez faire l'expérience, quand vous serez en TP et vous faites le TP sur les réseaux, vous pouvez faire l'expérience suivante. Normalement, vous serez à un moment donné en situation où vous aurez à l'écran le doublet du sodium que vous allez distinguer. Vous aurez 2 raies. Ça veut dire que vous serez dans cette condition-là. Enfin, cette condition-là sera vérifiée. Vous pouvez vous amuser, en ne changeant rien du tout au réseau, au montage, etc., à diminuer la qualité de votre montage en diminuant le nombre de pas éclairés. Pour ça, vous prenez des bouts de papier de chaque côté du réseau et vous masquez une partie du réseau. Le nombre de réseaux, il y a toujours le même nombre de traits par unité de longueur, très bien, mais seulement vous en éclairez moins. Donc vous diminuez N, et vous allez voir que quand vous faites ça, au bout d'un moment, à l'écran, ce qui apparaissait au départ comme 2 raies parfaitement distinctes, n'est-ce pas? Et on verra, vous les verrez se chevaucher, et vous n'aurez plus qu'une seule raie. Donc ça, je vous invite à le faire en TP, c'est une manip qu'on peut faire vraiment à moindre frais, ça prend 2 minutes à faire. Donc, c'est le nombre le nombre de traits du réseau éclairé qui est important. A l'inverse, ça veut dire aussi qu'il faut être très prudent quand vous manipulez un réseau, à bien l'éclairer en entier. Si vous avez un réseau qui a beaucoup de traits par millimètre, vous le mettez dans votre montage et puis la lumière elle arrive juste au centre sur 1 millimètre, et bien vous aurez peu de fentes du réseau qui vont être éclairées et votre pouvoir de résolution sera pourri. Donc il faut bien le réseau, l'éclairer le plus possible dans toute sa largeur pour éclairer le maximum de traits possible. Ça va ça? Alors, je voudrais vous faire une remarque sur le montage expérimental aussi associé à ça. Donc là, tel que je vous l'ai décrit, pour l'instant, le montage qui permet d'obtenir la figure d'interférence qu'on vient d'étudier est le suivant. Je vous ai dit, on a ici une onde incidente. Oh non, ça va s'appeler, il n'y a pas de numéro, mais ça va s'appeler montage expérimental. Vous avez une onde plane, vous avez un réseau, vous avez ici une lentille, et puis vous mettez au fond de la lentille un écran, ici vous avez la distance f. Bon. Expérimentalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir un rayonnement incident ici qui est un faisceau parallèle? Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Oui, donc on met une lentille, et qu'est-ce qu'on met en plus de la lentille? On met une source ici au foyer de la lentille, une source qui est fine. Hein. Si vous mettez un gros machin, si vous mettez un gros objet ici, vous allez avoir ici des rayons qui partent dans toutes les directions. Hein. C'est quand on a un point source au foyer de la lentille, effectivement, les propriétés des lentilles minces font qu'on se retrouve ici avec un faisceau qui est parallèle en sorte. Donc le montage complet, c'est une source la plus petite possible. En fait, vous, ça va être une fente source que vous allez pouvoir régler de manière très fine.
une lentille, le réseau, une autre lentille et l'écran. Quand on fait le montage comme ça, on s'aperçoit que, en général, ça prend de la place, un montage comme ça. Il faut déjà la distance entre la fente et puis la lentille, ensuite vous avez la distance entre ça et le réseau votre lentille, et puis celle-là. Donc on a l'impression que ça peut prendre de la place. Tel qu'il est dessiné là, il y a plein de places qui ne servent à rien. Donc, il y a deux régions d'espace ici, dont on peut diminuer la taille sans aucun problème. D'une part, c'est la distance qui est ici, entre la lentille et le réseau. Puisqu'on a un faisceau parallèle qui est ici, il ne se passe absolument rien entre là et là. La situation du point de vue optique est la même. Donc je peux rapprocher le réseau ici autant que je veux de cette lentille-là. Ça ne change rien, si vous avez bien fait le montage. D'autre part, la distance qui est ici ne sert absolument à rien non plus. En fait, elle est même gênante. Si vous rapprochez la lentille qui est ici, le but de la lentille, c'est de faire converger les rayons qui ont été émis dans une même direction θ. Vous vous rappelez que c'était ça qu'on a fait dans le calcul la dernière fois. Donc si je peux coller la lentille ici et je gagne de la place et j'obtiens effectivement comme ça, j'arrive à récolter tous les rayons. Si j'écarte la lentille maintenant à l'inverse, je vais me retrouver dans une situation où certains rayons émis avec un angle θ ne vont pas passer par la lentille, ils vont sortir en haut là. Donc en fait, si on éloigne la lentille du réseau, on va finalement perdre certains des rayons et on va se retrouver avec les mêmes qualités qu'un réseau qui aurait eu moins de traits éclairés, puisque certains des traits éclairés envoient de la lumière là où on ne veut pas. Donc vous avez tout intérêt à ramener cette lentille-là près du réseau et ramener l'ensemble ici près de cette lentille-là. Donc la situation finalement à laquelle on a envie d'arriver, c'est celle-ci. Vous avez une source, une lentille, un réseau, une lentille, tout ça le plus collé possible, et puis l'écran avec ici les distances focales des deux lentilles. F1, F2. Ça, on peut encore le simplifier un coup. Parce que si vous regardez bien la situation optique qui est ici, la lentille qui est ici, elle sert à conjuguer ce point-là avec l'infini, c'est-à-dire faire de cet objet-là une image à l'infini. La lentille qui est ici sert à faire d'un objet à l'infini une image à distance finie sur l'écran. Et donc ce que fait finalement le système qui est là, c'est de faire converger tous les rayons qui viennent d'ici sur l'écran. Ça veut dire ça, faire l'image en optique. C'est ça qu'on appelle faire l'image. Donc l'ensemble des deux lentilles qui est ici, finalement, son rôle, enfin son effet, c'est de faire l'image de votre source sur votre écran. Donc on peut remplacer ça par une seule lentille qui fait la même chose, c'est-à-dire vous avez votre source ici, vous avez votre écran, vous remplacez ça par une autre lentille qui n'est ni la première ni la deuxième, hein, c'est une lentille qui fait en sorte de conjuguer le point qui est ici avec l'écran, de faire l'image de la fente source sur l'écran. Et vous mettez juste derrière le réseau. Si vous faites ça, en fait on s'aperçoit qu'on obtient exactement la même figure d'interférence. L'avantage de faire ça de cette manière-là, c'est que faire une image, c'est quelque chose que vous savez faire de manière très simple. Vous pouvez commencer par ne pas mettre le réseau. Vous mettez votre source, l'écran, vous mettez la lentille que vous avez choisie où il faut pour faire l'image de la source sur l'écran. Une fois que vous avez fait ça, vous posez votre réseau entre, vous mettez ici et vous allez obtenir la figure de diffraction sur l'écran. Donc je vous invite quand même en TP à plutôt arriver à une situation à avoir un montage de ce type-là qui est plus simple. C'est toujours plus simple de manipuler une lentille que deux, et ça permet de gagner un petit peu de place sur le banc. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Là, on a étudié une situation où on avait n sources qui étaient disposées les unes au-dessus des autres, et on avait mis ça devant une lentille. Et puis on voit sur l'écran des franges régulièrement espacées. Donc on a les sources qui sont comme ça, la lentille et l'écran. Et ça, c'était ni plus ni moins que l'extension à n ondes du dispositif des fentes Young, dans lequel on avait deux fentes ici qui servent de source. Du coup, ici, on se retrouve avec. On met l'écran là. Voilà, on avait des interférences à deux ondes. Et je vous rappelle juste que la distribution de lumière avait cette tête-là dans le cas de deux ondes. Je la reproduis ici en pointillé. Et dans le cas de n ondes, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus fin. C'est la courbe qui est là, en fait, que je suis en train de retracer, mais sur le côté. Voilà, on a des pics comme ça. Ça va là-bas, voilà. Donc, deux ondes
n ondes. Vous vous rappelez que pour 2 ondes, on avait 2 situations, les sources pouvaient être disposées comme ça, mais on avait aussi qu'elles pouvaient éventuellement être disposées comme ça. On va mettre une devant l'autre. Hein. Et on avait ici, qu'est-ce qu'on observait du coup comme type de courbe ici? Là, c'était des franges, et là, c'était des anneaux. Donc là, il faut, si je le trace en 2D, ça ira pas, mais donc on voyait ici quelque chose qui avait cette tête-là, on avait des anneaux d'interférence. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va compléter ici de façon logique le tableau qui est là en quelque sorte, c'est qu'on va se mettre dans cette situation-là et considérer non plus 2 ondes, mais n ondes. Donc on va encore faire des interférences à n ondes, mais cette fois où les ondes elles sont un petit peu décalées dans le sens axial, comme ça par rapport au dispositif. Et on va voir, je peux déjà vous donner les résultats, hein. Là où on avait des anneaux qui avaient une certaine largeur, on va se retrouver dans cette situation avec des anneaux qui ont les maxima au même endroit que là, de la même façon qu'ici les franges est au même endroit que là, mais qui sont beaucoup plus fins. On va obtenir ici des anneaux extrêmement fins, quand on met non plus 2, mais n ondes, n sources en face du dispositif. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Et ce dispositif qui permet de faire ça, je pense que vous avez aussi déjà entendu son nom. Ça s'appelle l'interféromètre de Fabry-Perot. Ça vous dit quelque chose le nom? Grand sourire. Sourire crispé, on va dire. Fabry-Perot. Alors, dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas voir vraiment le rapport avec ce que je viens de vous dire, là, de mettre plein de sources décalées les unes par rapport aux autres devant le dispositif, mais j'y reviendrai après, donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas. Ce qu'on appelle un interféromètre de Fabry-Perot, c'est un dispositif de ce type-là. Vous avez ici une source de lumière, on verra pour la source de lumière. Vous avez ici une première lame semi-réfléchissante. Alors quand je dis semi-réfléchissante, en fait le semi ça ne va pas forcément être 50-50, je vais appeler petit r le coefficient de réflexion. C'est-à-dire petit r ça va être le rapport entre l'intensité réfléchie et l'intensité qui est incidente sur la lame. Donc, R coefficient de réflexion, ce qui veut dire ici que A réfléchi par la lame c'est égal à R fois A incident. C'est vraiment ça que je veux dire ici par ça. Et on en met une autre lame semi-réfléchissante, et on va les prendre identiques. Identiques, on va les prendre parallèles l'une à l'autre, et du coup, ce que fait la lumière quand elle arrive là-dessus, on envoie par exemple un rayon lumineux ici, mieux, on envoie une onde plane, une onde lumineuse plane, donc ça va être le vecteur d'onde associé à l'onde, donc elle arrive comme ça, l'onde. Une partie est réfléchie dans cette direction-là, une partie est transmise. Quand elle arrive ici, une partie est transmise, une partie est réfléchie. La partie réfléchie ici, quand elle arrive là, une partie est transmise, donc repart en arrière, une partie est réfléchie. Et on a comme ça tout un tas d'ondes qui peuvent être ou bien réfléchies ou bien transmises à chaque fois qu'elles rencontrent de lame semi-réfléchissante. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si ici je mets une lentille et si je mets derrière ça, là, un écran au foyer de la lentille, comme tout à l'heure, même dispositif. Donc si je mets un dispositif finalement qui collecte les ondes qui proviennent d'une direction θ donnée. Cette direction, je vais l'écrire ici, je vais l'appeler θ. C'est ça que je vais appeler θ. Pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on ait les mêmes notations, l'épaisseur de la lame, je vais l'appeler E. Alors, entre parenthèses, ça, je vais effectivement parfois l'appeler la lame, l'ensemble formé par les deux. Par les deux lames. Alors c'est peut-être pas malin parce que j'ai mis lame ici, donc je vais éviter de le faire en fait. D'accord. Donc le dispositif ici a une épaisseur E. Et la question qu'on se pose c'est quelle est l'amplitude de l'onde puis l'intensité à tout point M ici de l'écran en fonction de X. Ce que j'appelle atode, ça va être l'amplitude de toutes les ondes qui ont été transmises par le dispositif. Voilà. Et alors, peut-être en mettre encore un troisième. Alors par là-bas. Je ne vais pas en faire 150 non plus, mais juste qu'on en ait au moins 3. Voilà. Donc par définition de ce que c'est qu'une lentille, la lentille elle recombine en un même point ici tous ces rayons ici qui arrivent
avec la même incidence θ. Pour faire ça, alors, je vais d'abord vous poser une question un peu bébête. Imaginez que l'amplitude A0, imaginez que l'onde ici arrive avec une amplitude A0. Est-ce que vous pouvez me donner l'amplitude de l'onde qui est réfléchie ici, en fonction des paramètres du problème? A0, c'est l'amplitude incidente ici. Quelle est l'amplitude de l'onde qui est là? R0. R A0. Effectivement, ça c'est la définition du coefficient de réflexion. Alors, pour la suite, je vais appeler aussi, je vais introduire une autre grandeur dont on va avoir besoin tout de suite, c'est T, le coefficient de transmission. Donc il y a une définition similaire, mais cette fois-ci c'est pour l'onde qui a été transmise et non pas celle qui était réfléchie. Donc si j'appelle T le coefficient de transmission, quelle est l'amplitude de l'onde ici? T à 0. Donc là pour l'instant c'est rigolo, mais et c'est facile, maintenant ça va juste être rigolo. Ici, quelle est l'amplitude de l'onde quand on arrive ici? Ah, vous n'êtes pas tous d'accord? J'ai entendu RT à 0 et T carré à 0. Donc, effectivement, transmis et transmis. Transmis deux fois, T carré à 0. D'accord? Celle-là, RT à 0. Bon, etc. Alors dites-moi celle-là. Effectivement, donc elle a été réfléchie deux fois, donc c'est R carré, elle a été transmise deux fois. De toute façon, pour passer de l'autre côté, il y a forcément au moins deux transmissions. Il faut qu'elles se traversent les deux lames. Donc voilà, R2, T2 à 0. Celle du dessus encore, là ça serait R4, du coup T2 à 0. Donc voilà les amplitudes des ondes. Et on pourrait se dire, bah, du coup, pour l'amplitude totale qui est ici, bah, c'est juste cette amplitude-là, plus celle-là, plus celle-là. Faites attention à quelque chose quand même. Je n'ai pas tenu compte ici, je n'ai pas du tout abordé la question du déphasage des ondes. Ça, c'est en quelque sorte le module de l'amplitude, mais l'onde qui est ici, elle a aussi été déphasée par rapport à celle-là. Elle a été déphasée parce que l'onde du dessus ici, elle a fait ce chemin-là, pendant que l'onde qui est là a fait ce chemin-là, juste. D'accord? Vas-y, qu'on soit tous... D'accord? Parce qu'il n'y a toujours que deux transmissions. Tu vois, pour celui-là, là, c'est transmis une fois, réfléchi, réfléchi, puis transmis deux fois. Pour celle qui est en haut, transmis une fois, réfléchi, 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 transmis. D'accord? Donc, si je veux l'amplitude totale maintenant, si je veux m'intéresser à l'amplitude de l'onde qui atteint M, mais en tenant compte vraiment du fait que l'onde a été déphasée aussi, du fait qu'elle a eu un trajet un petit peu compliqué. Je vais écrire ici ce que je vais appeler A1, c'est l'amplitude de l'onde en M qui a juste été transmise deux fois. C'est une phrase un peu compliquée pour dire que c'est le rayon du bas sur mon dessin. Donc l'amplitude qui est ici, A1, ça va être la contribution de la partie qui est ici. Je vais appeler A2 l'amplitude de l'onde en M qui a été transmise deux fois et réfléchie deux fois, c'est-à-dire c'est la deuxième. Donc, ici, celle-là, ça va être A1, celle-là, ça va être A2, celle du dessus, A3, etc. Voilà, je vais les numéroter comme ça. Question à 10 €. Attention, 10 €, c'est pas rien, on fait des trucs avec 10 €. Vous êtes prêts? C'est pas faux. Ok. Question à 1 point dans le partiel. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le déphasage? Alors, pardon. Déphasage, c'est déjà un petit peu trop loin par rapport à ce que je veux. Quelle est la différence de marche entre les rayons 1 et 2 quand ils arrivent en M? Ce que j'appelle 1 ici, c'est celui-là. Le 2, c'est celui-là. On voit ici que le rayon 1, il a fait ça directement. Le rayon 2, il a été faire un zigzag en arrière. Là, il a parcouru un chemin plus long. La question que je vous pose, c'est quelle est la différence de marche du coup entre ces deux rayons? Je vais vous aider un tout petit peu. Vous vous rappelez que quand on a un dispositif comme ça, quand on recombine une onde avec une lentille, si je trace ici une perpendiculaire au rayon, là, comme ça, en ce point-là et en ce point-là, il y a la même différence, il y a la même longueur, en fait, le même chemin optique entre là et là, entre là
et là. Donc la différence de marche entre ce point-là et ce point-là est nulle en fait. Donc, si je pars de là et que je fais le chemin dans la lentille et que j'arrive ici, là on a le même temps de parcours jusqu'au point M. Donc la différence que je suis en train de vous demander, la différence de marche entre ces deux rayons, c'est pour le rayon 1, la distance qui est ici, et pour le rayon 2, moins pour le rayon 2, la distance qui est là. Donc pour arriver là, le rayon 2, il a fait ça, et alors que pour arriver là, le rayon 1, il a fait juste ça. Donc c'est la différence de marche dont je vous parle ici, elle est juste donnée par, pour prendre par exemple si j'appelle L la longueur qui est ici, là, elle est donnée par 2L moins petit d. Si je note petit d, la distance qui est ici. Alors, je ne sais pas si c'est très clair sur mon schéma. D, c'est la distance bleue qui est là. Et L, c'est la moitié d'aller-retour dans la lame qui est ici. Question donc à un point dans le partiel. Est-ce que vous pouvez exprimer ce delta là en fonction de E, l'épaisseur du dispositif, et puis de θ? Il s'agit de faire de la trigonométrie sur la figure qui est au tableau. Si vous arrivez à faire le calcul qui est là, vous êtes le roi du pétrole. Du pétrole. Ouais, c'est une expression. Alors, on va commencer par L. Je vous rappelle que l'angle θ, hein, j'ai mis tout à l'heure sur le schéma qu'il était là, mais du coup on le retrouve partout. Hein. Il est là par exemple, l'angle θ. La distance qui est ici vaut E. Donc si on a E ici, que vaut L, sachant qu'on a θ ici? Donc L, c'est effectivement E sur cos θ. Ce que vous auriez peut-être écrit plus naturellement, E ici c'est L fois cos θ, c'est la projection. Donc effectivement le L qu'on cherche c'est E sur cos θ. Donc, on a déjà le premier ici en fonction de cos θ. Maintenant le petit d. Donc le petit d, je me rappelle que c'est la distance qui est là. Donc l'angle θ, on retrouve ici. Donc ce qui serait cool, ça serait d'avoir cette distance-là. Parce que si on a cette distance-là, dans le triangle rectangle qui est ici, le côté opposé, c'est simplement l'hypoténuse fois le sinus. Donc la distance d qui est ici, c'est sinus θ fois la longueur qui est là. D est égal à sinus θ fois, et attention, c'est là où c'est trop fort, parce que oui, la distance qui est là, effectivement, si je trace ici une perpendiculaire, regardez bien, hein, je vais le faire avec les doigts, la distance qui est ici, c'est 2 fois la distance qui est là, on a la même là, et cette distance-là, c'est E fois tangente θ. L'angle θ, on le retrouve ici, donc la distance qui est là, c'est E, c'est celle-là, fois tangente θ. Donc la distance qui est là, c'est 2 fois ce que je viens de dire. Donc c'est 2 fois E fois tangente θ. Et ce qu'on veut, nous, delta, c'est 2L moins D. Donc si je mets tout ça ensemble, delta, du coup, c'est 2E sur cos θ moins 2E. Tangente θ, c'est sinus θ sur cos θ, donc ça fait sinus carré θ sur cos θ. Et là, on va pleurer, regardez bien. 2E sur cos θ en facteur, ça fait 1 moins quoi? Alors le 2E il est en facteur, le 1 moins sinus carré θ. Ça fait quoi 1 moins sinus carré θ? Ça fait cos carré θ, il y en a un qui simplifie là, ça fait juste à la fin 2E cos θ. Donc le delta qu'on cherche ici est simplement donné finalement par 2E cos θ. Je vais l'écrire quelque part. Delta est égal à 2E cos θ. Alors avant d'utiliser ça pour vraiment faire le calcul le calcul de l'amplitude totale, je vais juste vous montrer qu'en fait ce résultat, il est simple, hein, on se dit il y a peut-être un moyen plus simple de le trouver.
Ben, effectivement, il y a. Je vais enlever tout ça. Je retrace le dispositif ici. Deux lames séparées par une distance E. Il se trouve que si, pour éclairer le dispositif ici, je mets une source qui est là, cette source finalement va rencontrer deux miroirs semi-réfléchissants. Et pour quelqu'un qui regarde ici, là, quand il va voir le rayon, on a dit qu'il traversait tout comme ça, en fait, ça c'est le rayon qui vient de S. Il y a un rayon qui va faire ça, qui va s'être réfléchi une fois, qui va leur traverser. Ce rayon-là, il va sembler provenir d'où? Pour le gars qui regarde, on va mettre son œil au bon endroit ici, son œil là. Bah, le gars qui est ici, il a vu une source qui s'est réfléchie sur ce miroir-là, puis qui s'est réfléchie sur ce miroir-là. Donc, il a l'impression que la lumière, elle vient d'une source qui est l'image. Donc d'abord, il faut faire l'image par le deuxième miroir ici de S. Si j'appelle ici cette distance-là grand L, la distance entre la source et le devant du dispositif, la distance qui est là, c'est L plus E. Et donc, le premier miroir, enfin le premier miroir sur lequel se réfléchit la lumière ici, c'est-à-dire le second miroir sur le dispositif, se trouve à une source S', qui est l'image par ce miroir ici de S, et donc ça se trouve aussi à L plus E. Maintenant, la lumière qui vient de... La lumière qui s'est réfléchie une fois ici, bah, si on prolongeait, du coup ça semblerait provenir de là, je l'enlève, on s'en fout. Elle arrive ici, elle se réfléchit. Comme elle se réfléchit là-dessus, ce miroir-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait l'image de S' par rapport à ce miroir-là. Donc il fait une image par là-bas. Bah, où est-ce qu'elle se trouve? Bah, c'est facile, je prends la distance qui est ici, hop, et puis je la remets un coup là. Or, cette distance qui est ici, elle vaut combien? J'ai L plus E ici, j'ai encore E ici. Donc c'est L plus 2E ici. Donc je la remets là. L plus 2E. Donc S1, ou S seconde, peu importe. Ben voilà. La lumière qui est ici semble provenir de S' ici, qui se trouve à une distance L plus 2E du bord. Comme on a L ici, que vaut la distance là? 2E, hein. J'ai L plus 2E ici, L là, donc la différence, ça fait 2E. Donc on a ici, finalement, pour l'œil qui est ici, les deux rayons lumineux semblent provenir de deux sources, comme ça, qui sont décalées suivant l'axe d'une distance 2E. Alors, on peut faire la même chose pour le rayon qui s'est encore réfléchi deux fois. Lui semblerait provenir d'un point S tierce qui serait encore 2E plus loin. Et en fait, toutes les ondes réfléchies comme ça par les différents miroirs forment une enfilade de sources secondaires qui se trouvent comme ça, séparées chacune d'une distance 2E l'une par rapport à l'autre. Pourquoi est-ce que ça nous aide à trouver le déphasage? Je vous rappelle que quand on a comme ça des sources, quand on a de la lumière ici qui est émise par des sources, si je mets une lentille, je commence à l'avoir fait un paquet de fois ce dispositif, je mets une lentille et puis un écran ici au foyer de la lentille, le déphasage entre les deux rayons ici, une fois qu'ils arrivent sur l'écran, est simplement donné en projetant un des points sur l'autre rayon, et donc c'est la distance qui est ici, la différence de marche. Et bien la distance qui est ici, si ça je l'appelle l'angle θ comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai θ ici et j'ai 2E, donc la distance qui est ici vaut 2E cos θ. On peut le retrouver ici de cette manière-là. Donc en fait le dispositif de Fabry-Perot, on peut vraiment le voir comme un dispositif qui forme toute une série de sources secondaires qui sont en enfilade sur un axe qui est perpendiculaire au dispositif. Bon. Alors, très bien. Je vais maintenant prendre ça comme un résultat. Delta est égal à 2E cos θ. Je vais l'écrire ici. Donc, ce qui va m'intéresser ici dans un premier temps, c'est d'exprimer l'amplitude A2 en fonction de A1. C'est-à-dire que vaut l'amplitude du rayon 2, celui que je suis en train de tracer maintenant, quand elle arrive en M, par rapport à celle du rayon 1. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Il y a deux contributions ici au facteur de proportionnalité entre A2 et A1. D'une part, A2 est en norme plus petit que A1, parce que en 2 ici, le rayon il a fait deux allers-retours, il a eu deux réflexions ici.
Donc il a été diminué de R ici, et il a été rediminué de R ici. Donc déjà, on a un facteur R carré ici. Je peux peut-être réécrire ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ça, ici, c'est T2 à 0. Ici, c'est T2, R2 à 0. Donc on a bien un facteur R carré entre l'amplitude ici et l'amplitude là. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un déphasage du fait qu'il y en a une qui a parcouru un trajet plus long que l'autre. Et ça, c'est simplement donné par exponentielle de IK delta, comme on l'a écrit à plusieurs reprises déjà dans le cours. Donc si on a une onde qui a parcouru un chemin optique delta plus grande que l'autre, et bien elle est déphasée de ça. Donc là, c'est de pi sur lambda. Ben voilà, une fois qu'on a écrit ça, je peux faire pareil avec A3, donc l'onde qui a fait une réflexion de plus, et ben elle est donnée vraiment par quelque chose de similaire en fonction de A2 cette fois. Celle qui a été réfléchie 2 fois à l'intérieur du dispositif, là, elle est reliée à A2 de la même façon. C'est-à-dire qu'elle a aussi un déphasage de delta par rapport à 2, donc l'onde 3 a un déphasage de delta par rapport à 2, et elle a aussi un facteur R carré qui vient du fait qu'elle a fait un aller-retour de plus entre les deux lames. Et donc ça veut dire que ça fait A1, facteur de R puissance 4, fois exponentielle de 2IK delta. On a ici un R4 et ici un 2IK delta. A4, allez-y, dites-moi directement ce que ça fait. L'onde suivante. R6, E3 etc. L'onde totale, alors on peut comme ça toutes les écrire. Alors attention, ce qu'on avait fait avant, on avait grand N source, où N était bien déterminé, on avait 100, 10, ce qu'on voulait. Là, ce n'est pas le cas, en fait, ça va toujours se réfléchir, il y en aura une infinité. Donc on va avoir une somme infinie ici à calculer pour l'onde totale. Donc peut-être que ça vous embête ou ça vous fait peur, mais vous allez voir qu'en fait le résultat est beaucoup plus simple dans le cas d'une somme infinie que d'une somme finie. Donc A tot, c'est simplement la somme de tout ça. Je mets A1 en facteur. Et qu'est-ce qui reste quand je mets A1 en facteur? Il y a le A1 que je n'ai pas écrit ici, mais je vais le mettre là. Voilà. On a l'onde qui vient directement de ici. A2, c'est A1 fois R carré exponentielle de IK delta, plus R4 exponentielle de 2IK delta, plus R6 exponentielle de 3IK delta, etc. Etc. jusqu'à l'infini. Est-ce que vous savez calculer ce type de somme? C'est effectivement la somme des termes d'une suite géométrique. C'est quoi la raison de la suite? D'accord. Donc je vais appeler, je sais rien moi, alpha. Non, x c'est pas mal. Non, x est sur l'écran. Okay, alpha. Alpha est égal à R2 exponentielle de IK delta. Parce que du coup, ça s'écrit effectivement A1, facteur de 1 plus alpha 2, plus alpha 3, plus etc. En fait, c'est la somme des puissances de alpha. Ça, vous savez combien ça vaut? Ça fait 1 sur 1 moins alpha. Ouais. Ça fait 1 sur 1 moins alpha, effectivement. Voilà. On peut s'en souvenir ou pas. Si on ne s'en souvient pas, ça se démontre vraiment, mais en 2 coups de cuillère à peau. Ce qu'on cherche, c'est la même chose que ce qu'on a fait la dernière fois. On cherche cette somme-là, d'accord? On multiplie ça par alpha. Alpha S, c'est alpha plus alpha 2, plus alpha 3, plus etc. Donc en fait, c'est les mêmes termes, sauf le 1 qui n'y est plus. Et donc quand on fait la différence de ça avec ça, S facteur de 1 moins alpha, tout s'en va sauf le 1. Donc, quand on avait la somme de n termes, vous vous rappelez que ce qui changeait, c'est que le dernier ici c'était alpha puissance n, qui était décalé en alpha puissance n plus 1. Donc quand on faisait la différence, il y avait aussi ici un terme en moins alpha n plus 1. Ici c'est pas le cas, ils disparaissent tous, il reste que ça. Donc S, c'est effectivement 1 sur 1 moins alpha. Voilà la somme des termes de suite géométrique de raison alpha. Et donc l'amplitude totale, elle est donnée du coup par une expression qui est vraiment simple. L'amplitude totale vaut A1 sur 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins R carré exponentielle de IK delta. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer A1 aussi par T carré à 0. Je vais le faire tout de suite ici. Voilà. Alors ça c'est l'amplitude. Ce qui nous intéresse c'est l'intensité, donc il faut faire le A étoile pour avoir l'intensité. Alors avant ça, je vais introduire une autre notation qui peut être utile. C'est que le T carré, ici je vais le noter grand T.
R carré, je vais le noter grand R. Vous allez voir que ça va éviter de se trimballer des carrés partout. Et surtout, ça a une propriété, ça c'est une interprétation peut-être plus pertinente que les petits R et les grands R, parce que ça c'est vraiment la quantité d'énergie qui a été transmise. Ça c'est vraiment le pourcentage d'énergie qui est transmis par la lame, et ça c'est le pourcentage qui est réfléchi. Bon, bah c'est parti, A étoile. Le I qui est ici. On a ici, on se retrouve avec A étoile. Donc A, on a T carré que j'ai noté grand T ici, fois A0, fois T fois A0. Ça c'est celui du A étoile. Je le mettrai sous une forme un peu plus sympathique tout à l'heure. Le R carré qui est ici, je l'ai noté grand R, exponentielle de I à delta, facteur de 1 moins R, exponentielle de moins IK delta. Voilà, ça c'est le dénominateur du A, et ça c'est celui du A étoile. Et ça s'écrit du coup plus simplement T carré. Le A0, je le note I0, c'est l'intensité. Et on se retrouve ici avec 4 termes. 1 fois 1, ça fait 1. Ici, le moins R exponentielle de ça fois le moins R de l'exponence du complexe conjugué, ça fait simplement plus R carré. Et dans ce qui reste, je vais aussi aller un petit peu vite ici. Dans ce qui reste, on a moins R fois exponentielle de ça plus exponentielle de moins ça. Pour rappeler que exponentielle x plus exponentielle de moins x, pardon, exponentielle de ix plus exponentielle de moins x, ça fait 2 fois le cosinus. Donc le terme qui reste ici, ça fait simplement 2R fois le cosinus de k delta. Donc le terme qui est ici, il contient les deux termes croisés ici, R fois 1 et 1 fois R exponentielle k. Donc voilà l'expression de l'intensité. Je vais l'écrire d'une manière qui va être un petit peu plus facile à décrire et à utiliser. C'est-à-dire que pour ça, ici, je vais faire... Regardez bien, les contrastés, top de magie. 1 plus R2. Je vais ajouter moins 2R et ajouter plus 2R. Oui, c'est pas vraiment une simplification apparemment. Sauf que le terme qui est ici, ça fait quoi ça? 1 moins R au carré, effectivement. Donc ça c'est 1 moins R au carré. Et alors une propriété que je ne vous ai pas montrée ici, je ne vais pas y passer du temps non plus, donc on va simplement l'admettre, c'est que la somme ici de T et de R, ça vaut 1 en fait. Donc encore une fois, un T, ça s'interprète comme l'énergie qui est transmise, R c'est l'énergie qui est réfléchie, donc si la lame n'absorbe rien du tout, la somme de ce qui est réfléchi et de ce qui est transmis, ça fait 100% en pourcentage. Donc T plus R ici, ça vaut 1. Et donc le 1 moins R qui est ici, c'est T en fait. Donc ça, là, ça c'est simplement grand T carré. Et donc tout ça, ça s'écrit plus simplement. Si je divise tout par T carré, ça fait I0 facteur de 1 plus 2R sur T carré fois 1 moins cos de K delta. Et là, vous ressortez de votre tête les formules de Trigo. Ça s'exprime comme une fonction trigonométrique aussi. Ça, c'est 2 fois le sinus carré de l'angle moitié. Donc, vous l'écrivez 1 moins cosinus x. Ça fait quoi en fonction d'un sinus, par exemple? Ok, ça fait 2 sinus x, 2 sinus carré x sur 2. Bon. Donc ça s'écrit, je vais l'écrire ici, I0 sur 1 plus 2R sur T carré. Alors le 2, ici, va devenir 4, fois le sinus carré de K delta sur 2. Et là, ça commence à devenir assez zen. Elle est pas mal, cette expression. Hein. Bon, je sens qu'elle ne vous plaît pas encore, mais... Et je vais l'écrire, je vais remplacer ici θ parce que ça vaut, pardon, je vais remplacer delta parce que ça vaut par 2e cos θ. Donc Iθ, c'est I0 sur 1 plus 4R sur T2, sinus carré de, le K sur 2, K c'est 2pi sur lambda. Donc ici c'est simplement K sur 2, c'est pi sur lambda. Fois E, on a un 2 cosinus θ.
voilà comment est-ce que cette intensité ici dépend de θ. Bon, à vous de bosser un peu là. Ça, vous allez l'appeler x. Ça, vous allez l'appeler grand F. Et vous allez tracer sur vos machines la fonction I de x est égale à 1 sur 1 plus f sinus carré x. Voilà, juste pour voir la tête que ça a. Si vous êtes capable d'ailleurs de le faire sans machine, de tête, de dire à quoi ça ressemble, ça serait nickel. Après, vous pouvez aussi sortir vos machines. Donc effectivement, vous observez quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Et alors ici, je vais faire une animation. Si j'arrive à bouger, voilà, sur Y. Donc là, ce que ça fait, bon, ça va être là. Ça, c'est une valeur de f qui est petite, et puis f augmente là régulièrement. Donc c'est la même courbe, mais avec f qui augmente. Et vous voyez que ça fait une... la position des maxima ne change pas, le maximum lui-même non plus, mais la courbe se creuse en fait. Et vous avez les pics comme ça qui deviennent de plus en plus fins. D'accord ? Voilà. Et donc plus f est important, on appelle ça la finesse d'ailleurs, plus les courbes se creusent comme ça. Donc, si on veut tracer ce que ça donne pour des valeurs différentes, donc, en fonction de θ ici, je vais commencer par le R qui est de l'ordre de 0,5, donc un coefficient de réflexion modéré, des lames ici qui seraient semi-réfléchissants. Donc on a quelque chose comme ça et qui se resserre de plus en plus en fait. Hein. Donc on va avoir des anneaux de plus en plus serrés. Donc ça, ce que nous dit la courbe qui est ici, c'est qu'on va avoir ici pour un certain θ un maximum, puis un minimum ici, mais qui n'est pas d'intensité nulle, et puis à nouveau un maximum, etc. Donc on aura des anneaux comme ça qui seront plus ou moins espacés les uns des autres. Si j'augmente R maintenant, le coefficient de réflexion, je vais vous montrer avec quelque chose qui est plus creusé, comme on l'a vu sur la courbe d'avant. Donc ça serait typiquement pour R égale 0,7, 0,8, je pense qu'on trouverait quelque chose comme ça. Et enfin pour R qui est vraiment proche de 1, je vais mettre en bleu, voilà, on trouverait quelque chose qui est comme ça. Là typiquement pour R égale 0,95, 0,9, voilà, on trouverait quelque chose qui est de ce type-là. Donc ça veut dire que quand on augmente le coefficient de réflexion, les anneaux ils deviennent de plus en plus fins en fait. Hein. Visuellement, ça donne quelque chose comme ça. Ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose comme ça. Là où, si on avait juste deux sources et non pas n, on aurait quelque chose comme ça. Ça, c'était ce qu'on avait fait la dernière fois, quand on avait une interférence à deux ondes, avec les sources qui étaient décalées suivant la... Vous voyez ces anneaux de ce type-là. Et bien, vous voyez que quand on a maintenant n ondes qui interfèrent, ben, on a en fait les maxima qui sont au même endroit, mais qui sont beaucoup plus fins. Voilà, ça, c'est vraiment la figure d'interférence qu'on obtient avec ce genre de dispositif. Et donc, ce qui jouait avant le rôle de grand N, nombre de sources qui interfèrent, maintenant c'est grand R, c'est-à-dire que plus R est proche de 1, c'est-à-dire plus les dispositifs ici, les deux qu'on met là sont réfléchissants, plus on a des ondes qui ont fait des allers-retours à l'intérieur du dispositif, et donc plus on a des ondes finalement qui se superposent ici pour interférer. Donc augmenter le coefficient de réflexion, ça revient à augmenter de façon effective le nombre de sources virtuelles en quelque sorte qu'on crée de ce côté-là, et donc qui vont donner des interférences. Et donc comme tout à l'heure on a vu que dans le cas du réseau, augmenter le nombre de sources, ça augmente la finesse des raies, et bien ici augmenter le coefficient de réflexion, ça augmente la finesse des anneaux d'interférence qu'on observe. Donc voilà, ça c'est ce qu'on observe vraiment visuellement à l'écran, et c'est d'ailleurs une figure qui est assez élégante à regarder. Alors maintenant, en ce qui concerne la dépendance en longueur d'onde. Donc ça c'est pour une longueur d'onde donnée en fonction de l'angle θ. Maintenant imaginons qu'on utilise ce dispositif d'une manière un tout petit peu plus simple. C'est-à-dire que on a maintenant un θ qui est donné.
Et pour simplifier, je vais même considérer qu'on utilise le dispositif en incidence normale, c'est-à-dire qu'on envoie une onde plane ici, de façon normale au dispositif, et on regarde ce qui passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on prend θ est égal à 0, c'est-à-dire cos θ égale 1. Donc ça, c'est l'incidence normale. Quand je fais ça, l'expression du dessus se simplifie un tout petit peu, puisque dans ce cas, on a I, que je vais noter cette fois-ci de lambda, parce que c'est la dépendance en lambda qui va m'intéresser. C'est I0 sur 1 plus F fois cosinus de 2pi E sur lambda. C'est pas du tout cosinus, c'est sinus carré. Et je peux tracer cette fonction-là, en fonction pour des valeurs données de grand F, de l'épaisseur E et de la longueur d'onde. Donc ça, je vous l'ai fait aussi. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai tracé au tableau. Voilà la courbe qu'on obtient avec des grandeurs réalistes. C'est-à-dire, donc vous voyez ici, ça oscille pas mal. Vous avez ici 300 nanomètres à gauche, vous avez 700 nanomètres à droite. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble du spectre visible qui est représenté là. J'ai pris une épaisseur, que j'ai noté A ici, mais on s'en fout. J'ai pris une épaisseur de 10 microns pour E. Et donc voilà ce qu'on obtient ici en fonction de la longueur d'onde. Donc vous voyez que pour 10 microns et pour ces longueurs d'onde optiques, on a vraiment tout un tas d'oscillations comme ça, tout un tas de longueurs d'onde. Si maintenant je fais la même chose avec une épaisseur de 1 micron, non plus 10, vous voyez qu'on a une courbe qui est un petit peu différente déjà. Ça oscille, mais ça oscille beaucoup moins. Alors, les différentes courbes qui sont là, j'aurais dû le préciser, par contre, pardon. Celle du haut, c'est toujours pour R égale 0,5, coefficient de réflexion égale 0,5. Et puis les courbes suivantes, c'est pour des coefficients de réflexion de plus en plus proches de 1. Et donc, vous voyez qu'ici, pour une épaisseur de 1 micron, on commence à avoir vraiment quelques longueurs d'onde seulement qui passent. Ici, vous en avez une à peu près 0,33, une à 0,4, une à 0,5 et une à 0,7 quasiment. Donc vous verriez, en fait, là, l'œil commencera à avoir des couleurs. Là. Donc je voudrais juste vous parler de ça, prendre 2 minutes pour ça, vous parler de couleurs, et puis on s'arrêtera là. Donc la courbe qui est ici, là, je la trace vraiment très schématiquement pour une épaisseur E de 10 microns et dans le visible. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ça donne tout un tas de raies comme ça qui ont la même intensité. Voilà, qui ne sont pas tout à fait équidistantes, mais peu importe. On a quelque chose comme ça, en fonction de l'angle. Ce que va voir l'œil, c'est effectivement, on lui présente une radiation qui a cette distribution-là d'intensité. Et ça va être en micron. On a une source de lumière qui est blanche au départ, il y a toutes les longueurs d'onde qui sont dedans, on l'envoie sur le dispositif, et ce que je vous dis, c'est ce qui traverse ici, finalement, son spectre va être donné par ça, il va n'y avoir que certaines longueurs d'onde qui va passer. Quelle couleur va voir l'œil? Quelle couleur voit l'œil si on lui envoie tout un tas de longueurs d'onde comme ça, très proches les unes des autres? D'abord, que voit l'œil si on lui envoie toutes les longueurs d'onde? Toutes, vraiment. Blanc, c'est la définition du blanc, très bien. Maintenant, si on lui envoie ça, qu'est-ce qu'il va avoir comme couleur? Alors la question est un peu plus délicate. Comment ça marche la vision des couleurs? Vous avez certains récepteurs dans l'œil qui sont sensibles à une certaine gamme de fréquences. Hein. Ici, ça va être pour les petites longueurs d'onde, ça va être plutôt le bleu, du coup. Vous avez des récepteurs qui sont sensibles au bleu, d'autres au vert, d'autres au rouge. Voilà. Je vais faire le malin, je vais garder les bonnes couleurs. Donc le bleu ici, je vais le mettre en bleu. Ce qui est sensible au rouge, je vais le mettre là. Et ce qui est sensible au vert, je vais le mettre là. Et la manière dont ça marche, c'est que en fait, tout ce qui est l'œil, en fait, il compte en quelque sorte. Les récepteurs bleus sont sensibles à tout ce qui va venir sous cette courbe-là. Les récepteurs verts à tout ce qui va venir là, et les rouges à tout ce qui va venir là. Dans cette situation-là, l'œil va voir quasiment autant de lumière dans ses récepteurs bleus que dans ses verts, que dans ses rouges. D'accord ? Il y a certes certaines longueurs d'onde qui manquent, mais elles manquent de la même façon ici que là, que là. Donc, ce que va voir l'œil, c'est qu'il va voir les récepteurs bleus, rouges et verts qui vont réagir avec tous à peu près la même intensité, et l'œil va se dire, tiens, c'est blanc. Ça s'appelle du blanc d'ordre supérieur. C'est pas du vrai blanc, il manque des longueurs d'onde, mais il en manque un peu partout, et l'œil, il n'arrive pas à le voir, ça. Donc là, l'œil, il voit du blanc qu'on appelle du blanc d'ordre supérieur. Pour la distribution de lumière correspondant à un E plus petit, E égale 1 micron, je vous ai dit que là, la courbe, elle était plutôt faite de quelques pics comme ça. Donc vous l'avez encore, enfin vous l'avez dans les notes, sinon vous l'avez en mémoire. Donc on avait quelques pics comme ça quand E était plus petit. Je trace ici
les courbes de réponse des différents récepteurs. Vous voyez que là, le pic qui est ici, il tape un petit peu sur le côté du bleu, mais c'est déjà une région du spectre où le bleu il n'est pas très sensible. Donc le récepteur bleu ici, il ne va pas voir grand-chose. Il va répondre pas très fort. Le vert non plus, là, ça tombe un petit peu à côté. Par contre, le rouge, paf, ça tombe en plein dedans. Donc là, l'œil va se dire, tiens, ça c'est du rouge. Donc ici, l'œil, il voit une couleur en fait. On a envoyé du blanc là-dedans, et ce qui est passé, l'œil ici le voit rouge. Ça s'appelle ça une couleur interférentielle, et c'est effectivement une manière d'obtenir des couleurs. Voilà. Après, suivant l'épaisseur E, pour une autre épaisseur E, vous aurez éventuellement le pic qui va tomber dans le bleu ici, mais à côté des autres, là il va avoir du bleu. Pour une autre épaisseur, il va avoir encore d'autres couleurs. Ça, c'est quelque chose que vous voyez extrêmement bien dans un contexte un petit peu différent, quand vous avez une flaque d'huile sur de l'eau. La flaque d'huile, ça se comporte, c'est presque exactement ça. Vous avez ici de l'air, de l'huile et de l'eau. Donc il y a une petite complication au fait que le milieu intermédiaire ici n'a pas le même indice que les autres, mais dans l'idée c'est la même chose. Vous avez des interférences qui se font, et la lumière transmise, et d'ailleurs aussi la lumière réfléchie, ont des couleurs à cause de ça, parce que les ondes interfèrent constructivement à certaines fréquences et destructivement à d'autres.